Parlons de la personne à cause de qui le monde entier se dispute, se querelle et se divise en camps. Cette vidéo s'adresse à ceux qui parlent russe mais ne vivent plus en Russie, à ceux qui construisent leur vie aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Israël, en Australie. Qui travaillent, payent des impôts, élèvent des enfants et essaient de respecter les lois du pays dans lequel ils vivent désormais. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne à cause de qui le monde entier se dispute, se divise en camps et se querelle. Donald. Pas seulement de l'image dans les journaux ou des mèmes, comme on le dit sur les réseaux sociaux, mais de la raison pour laquelle des millions d'Américains ordinaires, des gens qui nous ressemblent à vous et à moi, ont décidé que c'est lui, leur leader, qu'il représente leurs intérêts. Nous allons analyser qui vote pour Trump, en quoi il se distingue à la fois des démocrates et des républicains traditionnels, ce qu'il fait en politique intérieure et extérieure, quel succès il a obtenu lors de son premier mandat, et ce qu'il a accompli au cours de la première année de son second mandat. Et surtout quand c'est de quel modèle du monde il veut construire. Croyez-moi, il ne s'agit pas de propagande, mais d'une tentative d'expliquer calmement en russe qui est Trump et ce que lui et ce qu'il a s'apporter signifient pour nous tous. Qui vote pour Trump et pourquoi ? Si l'on en croit les médias, ce sont des marginaux extrémistes qui votent pour Trump. En réalité, son électeur de base est une personne qui va travailler tous les jours, ne vit pas des allocations, paye ses impôts, ne veut pas avoir de problèmes avec la loi et, en même temps, a le sentiment que le système ne l'écoute pas. Elle l'a abandonné, l'a laissé, a oublié qu'il était, d'un côté, des leurs, mais de l'autre, il s'est retrouvé étranger. C'est la classe ouvrière, les usines, c'est le bâtiment, la logistique n'est que ici les agriculteurs, c'est une partie de la classe moyenne, les petits entrepreneurs, les travailleurs indépendants, comme on les appelle. Des gens qui ne vivent pas grâce à des subventions, mais grâce à leurs services, leur travail, leurs produits. Proposent à leurs clients. À eux s'ajoutent les protestants, les catholiques, une partie des communautés juives qui veulent défendre les valeurs familiales et protéger les enfants contre une idéologie agressive dans les écoles. Les anciens combattants de l'armée, des forces de l'ordre pour qui le respect du pays, du drapeau et de leur service est important. Une part importante des minorités nationales, d'ailleurs, qui sont pour l'ordre et le travail, et non pour les révolutions et les protestations sans fin, comme c'était le cas dans les pays d'où elles ont fui. Parmi les immigrés russophones, Donald Trump bénéficie d'un soutien particulièrement fort de la part de ceux qui ont vécu l'union des républiques socialistes soviétiques, l'effondrement de l'union des républiques socialistes soviétiques et les années 90, des gens qui ont déjà vu une fois à quoi mène l'idéologie quand l'État s'immisce partout, dans tout, des affaires à l'éducation des enfants. Pour eux, Donald Trump n'est pas un héros parfait. C'est un homme qui parle simplement, qui promet moins de bureaucrates, pour qu'il y en ait moins. Je veux dire moins d'idéologie imposée d'en haut et plus de respect pour ceux qui travaillent et payent des impôts. Pour comprendre Donald Trump, il faut comprendre non seulement en quoi il diffère des démocrates, mais aussi de l'ancienne élite républicaine. Les démocrates, traditionnellement, sont pour un grand État, plus de régulation, l'accent sur les aides sociales, un rôle fort des organisations internationales. Les républicains classiques, eux, sont pour les affaires et de faibles impôts, mais ils sont très étroitement liés au grand capital et à l'establishment militaire. Ils soutiennent le rôle global des États-Unis, des bases partout dans le monde, des interventions au nom de la démocratie. Mais Donald Trump, lui, casse complètement ce schéma, aussi bien d'un côté que de l'autre. D'ailleurs, il a été démocrate à une époque, puis il est passé chez les républicains. Donald Trump a la philosophie, la psychologie et les opinions suivantes. Pour une personne venant de l'espace post-soviétique, on peut expliquer cela ainsi. Les démocrates sont le parti de l'idéologie et de l'ingénierie sociale. L'ancien establishment républicain est le parti des corporations et de la machine militaire.
Et Donald Trump, c'est une tentative de miser sur les intérêts nationaux des citoyens ordinaires, ceux qui travaillent, paient des impôts et ne vivent pas aux dépens de l'État. Politique intérieure, économie, impôts, vie quotidienne. Pour un immigré, le plus important, ce n'est pas une idéologie abstraite, mais des choses très simples. Y a-t-il du travail ? Combien reste-t-il en main après les impôts Trump ? Combien coûte l'essence ? Combien coûte le loyer, le crédit immobilier, les produits alimentaires Trump ? Peut-on mener ses affaires tranquillement sans craindre que tout change demain à cause de nouveaux règlements ? L'approche économique de Trump repose sur plusieurs idées. Trump réduit la charge fiscale pour les entreprises et la classe moyenne, et en général, il réduit les réglementations qui étouffent les petites et moyennes entreprises. Stimuler la production à l'intérieur des États-Unis, au lieu de délocaliser les emplois en Chine, au Mexique et dans d'autres pays, et utiliser des tarifs douaniers pour protéger les producteurs américains. Qu'est-ce que cela signifie pour une personne ordinaire, pour nous deux ? Si l'économie croît et que les entreprises peuvent fonctionner plus facilement, elles ne partent pas ni les entreprises ni les emplois, et il y a beaucoup plus d'opportunités et de postes vacants. La concurrence entre les employés commence à faire monter les salaires, l'énergie bon marché et une inflation raisonnable rendent la vie plus prévisible. Les gens qui votent pour Trump le perçoivent comme quelqu'un qui met en priorité leur portefeuille et leur emploi, et non pas des idées abstraites. Immigration et sécurité. La question de l'immigration est particulièrement sensible pour les russophones. Beaucoup ont dû passer par de longues files d'attente pour les entretiens, des vérifications, ont payé des avocats, parfois des sommes importantes, et ont respecté toutes les formalités. En même temps, ils voient à la télévision des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes traverser la frontière sans suivre le parcours que les immigrés légaux ont dû accomplir. L'approche de Donald Trump concernant la question de l'immigration est simple et cruelle. Je dirais oui, un pays a le droit de contrôler ses frontières, point final, un pays a le droit de contrôler ses frontières, un pays sans frontières n'est pas un pays. L'immigration illégale doit être minimisée ou complètement éliminée, ce qui, est pratiquement impossible. N'est-ce pas ? La priorité doit être donnée à ceux qui respectent les règles, qui sont qualifiés, qui veulent travailler et qui sont prêts à s'intégrer, ce qui est extrêmement important. Comme il s'est avéré, ses détracteurs disent que ce n'est pas humain, ses partisans répondent que ça l'est. La loi doit être la même pour tous, et un immigré légal ne devrait pas être en concurrence salariale avec un clandestin travaillant moins cher et sans payer d'impôts. Pour beaucoup de russophones, Donald Trump représente un vote pour que l'immigration soit honnête et organisée, sans clandestin. L'immigration incontrôlée entraîne encore plusieurs problèmes. D'abord, une concurrence féroce pour les emplois simples qui ne nécessitent ni éducation ni formation. Dès qu'il y a beaucoup de clandestins, les Américains qui devraient légalement gagner plus pour ces mêmes emplois se retrouvent exclus. Et nous, les contribuables, commençons à payer leurs allocations, à financer les écoles pour leurs enfants, ainsi que les soins médicaux pour toute leur famille. Cela peut-il durer, ce non-sens ? D'un autre côté, les files d'attente chez les médecins s'allongent, et tout cela, c'est nous qui le payons. Le nombre d'élèves par classe augmente, et le niveau d'enseignement baisse immédiatement de façon drastique. Dans de nombreux quartiers où vivaient auparavant des personnes aux moyens modestes, le loyer a augmenté. Parce que les prix s'envolent, il arrive que 3, 4, parfois même 8 immigrés soient prêts à louer un seul appartement ensemble. Autrement dit, sous de nombreux aspects, une forte émigration apporte beaucoup de problèmes et emporte une grande partie de notre argent. Très souvent, nous n'avons pas cet argent, et c'est pourquoi nous l'empruntons à quelqu'un d'autre avec des intérêts, afin de couvrir justement ces coûts liés à l'émigration illégale, puis nous-mêmes ou nos enfants commençons à rembourser cet argent. En même temps, parmi les millions de personnes arrivées, il y a naturellement des milliers de criminels qui, augmentent la criminalité dans nos rues, dans notre vie. Beaucoup d'entre eux ne rechignent pas à commettre des meurtres, ils l'ont déjà fait dans leur vie précédente, ainsi que des viols. Et enfin, c'est la dernière chose, mais absolument nécessaire à mentionner.
Les personnes arrivées, simplement en raison de la situation politique aux États-Unis, changent l'équilibre de notre Congrès, participent très souvent au vote et ne comprennent absolument aucun des principes sur lesquels les États-Unis d'Amérique sont fondés et vivent. L'émigration en elle-même est un phénomène très positif, mais seulement lorsque la société peut la contrôler. La politique étrangère, l'arrêt des guerres et une nouvelle architecture du monde. La politique étrangère américaine s'est longtemps basée sur le rôle des États-Unis comme police du monde. Nous intervenons où nous le jugeons nécessaire. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, cela était soutenu par les démocrates et de nombreux républicains. Le résultat de la guerre, ce sont d'énormes dépenses, des milliers de morts et des millions de réfugiés à travers le monde. Donald Trump s'est opposé à cette logique. Son principe peut être décrit ainsi : moins de guerre sans fin. Plus d'accord et la paix par la force, mais sans intervention constante. Être assez fort pour que personne n'ose t'attaquer. Il n'est pas pacifiste, loin de là. Il n'est pas contre une armée forte. Au contraire, il veut une armée puissante. Mais il demande pourquoi dépenser des billions de dollars et sacrifier la vie des soldats dans des conflits qui pourraient être résolus par des négociations ou des instruments économiques. Pour le monde, cela signifie essayer de passer de l'exportation de la révolution à un système où un État fort ou des États d'hommes forts sont responsables de leur région. Des superviseurs, oui, pour ainsi dire, pas des policiers mondiaux, mais des policiers régionaux qui négocient entre eux et régulent les crises de sans-guerre totale. Eh bien, l'idée est excellente. Nous en parlerons un peu plus tard pour voir si elle fonctionne vraiment ou si ce n'est pas très clair. C'est précisément par cela que s'expliquent les idées de Trump selon lesquelles le monde ne doit pas être gouverné par des coalitions chaotiques, mais, comme il l'a dit, par un cercle restreint de grands acteurs qui assument la responsabilité. Trump estime, et je le soutiens totalement là-dessus, que l'organisation appelée Organisation des Nations Unies, les Nations Unies, est corrompue et absolument inutile, qu'il faudrait la fermer depuis longtemps, la chasser de New York et, s'ils veulent, qu'ils s'installent là-bas, en Indonésie. Trump estime qu'aucune des organisations internationales existantes ne peut aujourd'hui contenir ou s'opposer aux grands États, tels que les États-Unis, la Russie, l'Inde ou la Chine. Ces pays feront de toute façon ce qu'ils veulent, même si les 3/4 des pays membres de l'Organisation des Nations Unies s'y opposent fermement au refermement. Même un pays comme Israël, qui est loin d'être un géant, ne prête même pas attention à l'Organisation des Nations Unies. Au fond, d'autant plus qu'il y a 57 pays musulmans à l'Organisation des Nations Unies qui votent en bloc, et l'Ukraine, la Russie et quelques autres mandataires internationaux s'y joignent généralement. Le vote n'est jamais honnête, il est toujours tel que le souhaitent les musulmans. Alors, à quoi bon perdre du temps, contester ou même s'impliquer ? Qu'ils votent autant qu'ils veulent. Pourquoi les élites se battent-elles contre Trump à la vie, à la mort ? Quand on voit avec quelle fureur une partie de l'establishment américain, fonctionnaires, procureurs, juges, politiciens et même une grande partie des médias, s'est acharnée sur Donald Trump. On a l'impression que ce n'est plus une lutte politique depuis longtemps, mais une lutte pour la survie. Une lutte politique aussi déchaînée, ça n'existe tout simplement pas. Parce que pour beaucoup d'entre eux, la question se pose littéralement ainsi. C'est soit lui, soit eux. Pendant des décennies, une véritable écosystème s'est formé autour du pouvoir aux États-Unis. Un réseau de personnes liées par l'argent, les compromissions, les accords mutuels et les violations de la loi. Ce n'est pas une théorie du complot, messieurs, mais une tendance humaine à exploiter le système pour son intérêt. Elle fonctionnait en Union des républiques socialistes soviétiques sous Gengis Khan et fonctionne encore aujourd'hui. La corruption, le lobbying, les combines avec les budgets, tout cela s'est entouré de couches d'avocats, de consultants, de procureurs qui se couvrent les uns les autres. Quand en 2016 Donald Trump est arrivé de l'extérieur, sans le mandat des anciennes élites, sans le soutien des cercles de Washington, le système a ressenti une menace. En effet, un homme avec de l'argent et son propre programme ne suit pas les règles habituelles. Il ne doit rien à personne, et c'est pourquoi il est dangereux.
Il peut révéler ce qui a été caché pendant des décennies sous une couche de beaux discours sur la démocratie, la justice et l'égalité, et toutes les autres absurdités qu'ils aiment prononcer. Pour la partie corrompue de l'establishment, surtout ceux qui étaient dans les structures juridiques et de force, Donald Trump espère la personnification du jugement contre eux-mêmes. Une partie des procureurs, des juges, des agents des services tout spéciaux liés aux commandes politiques sentent que si une enquête sérieuse commence, cela les frappera, et ce sera eux qui seront visés. Ils vivaient avec un sentiment d'impunité, et maintenant la peur de devoir répondre de leurs propres actes devient une force motrice. C'est pourquoi ils recourent à tout. Fabrication d'accusations, procès politisés, manœuvres juridiques astucieuses, pression à travers les médias. Car si ce système s'effondre, leur immunité personnelle s'effondrera aussi. Pour eux, le retour de Donald Trump n'est pas simplement un changement de pouvoir, c'est une condamnation. D'où ces tentatives désespérées de l'arrêter par tous les moyens, campagne judiciaire et morale, accusations d'extrémisme, tout, absolument tout ce qui peut être utilisé, leste. On va même jusqu'à détruire les institutions, lorsque les lois de la justice sont remplacées maintenant par des calculs politiques. Et le paradoxe, c'est que plus ils luttent activement contre lui, plus de gens commencent à comprendre, s'ils ont si peur de la vérité, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Donald Trump est devenu le symbole, non seulement de la protestation contre l'ancienne élite, mais aussi le symbole de la revanche du peuple sur un système qui, pendant trop longtemps, a fait semblant d'agir pour tous alors qu'il ne servait que ses propres intérêts. La suite. C'est pourquoi pour eux, ce combat est un combat jusqu'au bout, car il ne s'agit pas de politique, mais d'un instinct de survie. Investissement, commerce et échanges internationaux. Donald Trump raisonne toujours en termes de transactions, ce que nous donnons, ce que nous recevons. Est-ce avantageux pour l'ouvrier et le contribuable américain, c'est-à-dire le principal intéressé? Il cherche à faire en sorte que les entreprises ne se contentent pas d'exporter leurs bénéfices à l'étranger, mais qu'elles investissent dans la production aux États-Unis. Les accords commerciaux étaient équitables et non unilatéraux. Les partenaires ne profitèrent pas du marché ouvert des États-Unis tout en fermant leur propre marché dans leurs relations avec d'autres pays. Cela se manifeste par le fait qu'il essaie toujours de transformer un conflit politique en une transaction économique. Réfléchissez à quel point il est en réalité ingénieux de résoudre des conflits politiques par des moyens économiques. Vous voulez accéder à notre marché formidable, donnez-nous des investissements, organisez des emplois et assurez la sécurité pour notre commerce, et nous commercerons avec vous pour la paix. Cela peut sembler un peu brutal, oui, mais pour nous en Amérique, c'est du bon sens. Arrêtons de distribuer de l'argent pour la sécurité gratuitement, que tout le monde participe et prenne ses responsabilités. Les succès du premier et du deuxième mandat au pouvoir, les succès du premier, les succès pendant le premier mandat de Trump. Les États-Unis ont connu une combinaison d'un marché du travail solide, d'une baisse des impôts et de tentatives de rapatrier la production en Amérique. Ses détracteurs discutent des détails, mais ses partisans voient dans l'essentiel. L'économie a progressé, le chômage a diminué et les entreprises maintenant se sont senties pourtant ni plus confiantes. En revenant au pouvoir pour la deuxième fois, Donald Trump s'appuie sur cette expérience et renforce la même ligne. Une position encore plus dure sur la frontière, une pression accrue sur les organisations internationales et une tentative de réformer la structure même de la bureaucratie fédérale. Il est important de toujours vérifier les chiffres précis, les pourcentages et les dates auprès des statistiques officielles. Messieurs, par vous-même, peu importe ce qu'on dit. Mais le ressenti de ses partisans est très simple. Avec lui, nous vivions mieux et plus sereinement que sans lui. Le groupe des 5, une nouvelle architecture mondiale. Donald Trump, l'idée que le monde évolue vers un système à plusieurs grands centres de pouvoir. Si l'on traduit cela en termes simples, il en ressort qu'il a identifié un groupe de 5 pays sans lesquels aucune question sérieuse dans le monde ne peut être résolue aujourd'hui. Quels sont ces pays? Les États-Unis, la Chine, c'est tout à fait clair, oui, la Russie, l'Inde et le Japon. Pourquoi précisément cela?
Les États-Unis sont la plus grande économie, une puissance militaire, un centre financier. La Chine étant le principal producteur, un géant, une superpuissance montante. La Russie possède un vaste territoire, des ressources, un potentiel nucléaire, et elle détient la clé de la sécurité en Eurasie. L'Inde est la plus grande démocratie, un marché colossal, une puissance militaire et technologique en pleine croissance. Et le Japon est un leader technologique, l'un des investisseurs clés et un allié des États-Unis. Pourquoi pas la Turquie, le Brésil, le Mexique ou les pays arabes, comme d'autres grands pays d'Asie? La Turquie est importante, bien sûr, mais surtout au niveau régional, et elle dépend beaucoup des acteurs plus importants. Le Brésil et le Mexique ont une grande économie, mais ils ne possèdent pas une puissance militaire et technologique comparable, ni l'équilibre ou l'influence mondiale. Les pays arabes, importants par leurs ressources et leur géographie, restent divisés et ne constituent ni un front uni, ni un centre de puissance. En réalité, la logique de Donald Trump est très simple. Il y a plusieurs puissances de référence, elles se mettent d'accord entre elles, prennent la responsabilité de leur région, peut-être même une responsabilité commune lorsque cela les concerne. Au lieu de guerre sans fin, ils établissent compte des accords, investissent et commercent. Pour Donald Trump et ses partisans, un tel monde est préférable au chaos, où chaque conflit devient un prétexte pour une intervention occidentale sans fin, interminable partout où nous nous immisçons. Il se peut que ces partisans du pays soumettent les régions environnantes, et nous aurons pratiquement 5 puissances sur la planète. Eh bien, cette possibilité existe, et la question est de savoir si ce qui se passe actuellement est préférable à ce qui pourrait en résulter. Mais très probablement, ces 5 pays vont à la fois coopérer et se concurrencer les uns les autres. Et c'est pourquoi il est assez difficile d'imaginer une soumission totale des régions, appelons-les régions de domination. Par exemple, l'Amérique continuera d'aider Taïwan, qui se trouve clairement à proximité immédiate de la Chine et aussi du Japon, et le Japon coopérera évidemment avec la Corée du Sud. En même temps, il existe d'immenses régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Australie, qui dans ce partage n'entrent dans aucune catégorie ou zone d'influence. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une division du monde en 5 parties, mais plutôt d'une tentative de confier la résolution des principaux conflits qui surviennent toujours entre de nombreux acteurs. Mais confier les décisions à ceux qui ont le pouvoir de les arrêter, car l'Organisation des Nations Unies n'a pas ce pouvoir, nous en savons assez peu sur les plans de Trump. C'est-à-dire, disons, pas dans les détails. Je ne peux pas commencer à spéculer sur ce sujet et inventer à sa place ce qu'il veut dire. Mais c'est clairement un schéma encore non testé, qui représente, pour ainsi dire, eh bien, il me semble meilleur que l'Organisation des Nations Unies, qui est asexuée et impuissante. Ou un monde de petits et moyens bandits, sans surveillance, parce que le plus effrayant, bien sûr, c'est un monde de petits et moyens bandits, sans surveillance. C'est-à-dire, pendant de nombreuses années, l'Amérique a-t-elle été ce qu'on appelle le gendarme policier international? Oui, ce rôle, selon l'idée de Trump, est réparti entre 5 pays, chacun d'eux s'occupant de sa propre région attribuée. Il est possible que ces 5 pays créent un certain organe consultatif qui coordonnera leurs efforts communs, mais sans droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'aucun des pays participants. Dans tous les cas, c'est une nouvelle entité, un nouveau système. Peut-être que cela sauvera le monde d'une explosion inévitable de la bombe atomique, ou peut-être que cela laissera tout tel quel, ce qui, apparemment, ne rendra pas les sous-titres pires. Et pour conclure, pourquoi tout cela est-il nécessaire aux émigrés russophones ? Pour nous, la question principale n'est pas d'aimer ou de détester Donald Trump. La question principale, c'est quel pays nous voulons voir là où nous vivons maintenant et quel monde nous voulons laisser à nos enfants. Ceux qui votent pour Donald Trump sont ceux qui croient que l'État doit moins s'immiscer dans leur vie, dans leurs affaires, que les frontières doivent être sous contrôle et que l'économie et le travail sont plus importants que les expériences idéologiques. L'Amérique, en parlant de ses habitants, doit être forte, mais n'a pas à se battre pour la moitié du monde.
On peut être d'accord avec cela, on peut en débattre, mais pour faire un choix honnête aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Israël, en Australie, il faut comprendre de quoi il s'agit réellement. Personnellement, je me fiche que la personne fabriquant les pièces pour la voiture que mon mécanicien répare frappe ses enfants le vendredi. Quand quelque chose tombe en panne, ça m'est égal, je ne le demande jamais à mon mécanicien. Et si ces pièces n'ont pas été fabriquées par une personne qui frappe sa femme le vendredi? En fait, peu m'importe le nombre de jambes, bras ou yeux. Il y a une personne qui a conçu le logiciel pour mon programme de comptabilité. De plus, je ne m'intéresse même pas à la couleur de ses cheveux, ça m'est égal. Il danse autour de l'arbre où il y accroche des jouets, ou bien il aime abattre ses arbres dans la forêt. Tout ce qui m'importe, et autant que je sache, c'est pareil pour tous les autres sur cette terre, c'est la qualité du produit et du service. La santé environnementale, le coût du produit ou service, et l'esthétique liée au produit. De la même façon, je me fiche de savoir si mon président est un fanfaron ou si le secrétaire d'État aime les jeunes filles avec qui il voyage. C'était juste un exemple, je ne veux rien dire par là. Et quelle est l'orientation sexuelle du ministre de la Défense, qu'on appelle maintenant le ministre de la Guerre? Je soupçonne que je le sais, mais ça n'a aucune importance. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ma vie s'est améliorée sous leur direction. Et cela inclut les dépenses, la sécurité et la confiance en l'avenir. Personnellement, pendant les 4 années du premier mandat de Donald Trump et pendant presque 1 an de son second mandat, j'ai constaté que des flux de migrants par millions n'entraient plus dans le pays. La longueur des files d'attente a diminué, le nombre d'enfants dans les classes commence à baisser, 2 millions de personnes. Ceux qui étaient entrés illégalement sont déjà partis. Dans les villes, même démocrates, la criminalité a diminué. On dit qu'à Washington, il est désormais possible de se promener la nuit sans crainte, ce qui était impossible ces 20 dernières années. Les raids des bandes blanches et noires, qu'on appelle là-bas Antifa et Black Lives Matter, ont diminué de façon significative. D'après les rapports et les témoignages, la quantité de drogue entrant dans le pays diminuait, sinon d'un ordre de grandeur, du moins de plusieurs fois. Les membres des gangs de prison sont arrêtés et expulsés, et ils sont envoyés dans des prisons en Amérique latine. Nous offrons aux gardiens de prison des salaires qu'ils jugent bons et éliminons les meurtres de voleurs et violeurs. Tout le monde est satisfait. C'est ce qu'on appelle un win-win. Sauf les voleurs et les violeurs. Je constate aussi que le pays a été impitoyablement pillé, parfois légalement. Je vois qu'on a tout fait pour pouvoir nous tromper sur le nombre de personnes qui ont voté et pourquoi elles ont voté. D'ailleurs, le Parti démocrate me dit sans cesse que personne ne triche. Mais alors pourquoi ouvrir la possibilité de tricherie si vous n'avez pas l'intention de tricher? Je ne veux en aucun cas dire que le Parti républicain, ou pour être plus précis, Make America Great Again, fait toujours tout correctement, que ses dirigeants sont des saints. Non, à l'exception de Trump, ils ne sont pas des saints. Mais je sais que ce qui se passe actuellement dans le pays se produit dans un seul but précis. Le but est de faire en sorte que ce qui a été imaginé et créé autrefois par les pères fondateurs de cette nation se développe dans ce pays, à savoir la protection de la propriété, la protection de la personne, la protection de la liberté, la protection des institutions qui œuvrent pour notre bien à tous. C'est pourquoi pour moi, Donald Trump, avec tous ses défauts et son imperfection, est un cadeau du ciel. C'est une nouvelle chance pour l'Amérique de bâtir une société honnête et libre. Et j'ai très peur que si nous ratons cette chance, personne ne nous en donnera une troisième. Si cette vidéo vous a aidé à voir le véritable sens des débats autour de Donald Trump derrière le bruit médiatique, partagez-la avec vos amis. Partagez-la surtout avec ceux qui, venant de notre monde post-soviétique, ne comprennent peut-être pas ou ne savent pas assez ce qui se passe réellement. Parce qu'au final, tout ne dépend pas des noms des politiciens, mais du monde dans lequel vivront nos enfants. Dans mon cas, les petits-enfants aussi. Dans un monde de commerce, d'accords et de sécurité, ou dans un monde de guerre sans fin, de révolution, de révolte. Et j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez, ce qui est le plus important pour vous chez un président, ce qui est le plus important dans votre vie. Si vous n'arrivez pas à le déterminer, il vous sera difficile de décider quel homme politique ou quel parti politique représente réellement vos opinions et vos intérêts.
Merci pour votre attention et à très bientôt.